C'est un brouhaha permanent. Toute la journée, le centre-ville de Calcutta est bloqué par les embouteillages. Pour le désengorger, le maire en a interdit l'accès aux camions. Ils ont rapidement été remplacés par des milliers de bras, de jambes, de tricycles, d'hommes, qui trouvent là un moyen de survivre. Mais à quel prix? Allez, allez, avancez! À Calcutta, les hommes ont pris la place des bêtes. Les plus gros chargements sont convoyés par ceux que l'on appelle les hommes chevaux. On tire 4 tonnes là. Il y a 4 tonnes de marchandises sur le chariot. Entre les hommes chevaux et les voitures, la bataille est rude. C'est à celui qui passera le premier. Calcutta compte 16 millions d'habitants. La troisième ville la plus peuplée d'Inde est une fourmilière qui reflète l'état du pays. En plein boom économique, mais toujours très pauvre. Toutes sortes de petits métiers de la débrouille font survivre la population. Du presseur de jus de canne au plus surprenant, les cureurs d'oreilles. Dans les campagnes, l'argent a l'odeur du danger. Ces adolescents jouent les équilibristes pour voler le charbon qu'ils revendent. On attaque entre 3 et 5 camions par jour. Allez, allez, ramassez! Gommer ses peurs pour nourrir sa famille. Un art qui s'enseigne de père en fils chez ces hommes. Ils sont chasseurs de cobras. Pour nous, le cobra, c'est sacré. On vit, on mange, on boit, on dort cobra. À Calcutta, le seul moyen de transporter de grosses quantités de marchandises est de faire appel aux hommes chevaux. Ils sont quelques milliers à se partager le marché. Tiens, prends le bon de commande pour ce chargement. Et il y aura aussi celui-là à faire. Ok? Ok. Taj dirige une petite entreprise d'une vingtaine d'hommes. Il n'a pas encore les moyens d'acheter une charrette, alors il la loue 1 € par jour. C'est moi qui suis responsable de tout, surtout en cas d'accident. Quand ça arrive, je dois m'occuper d'amener mes gars à l'hôpital, mais aussi de la marchandise et du chariot. Allez, poussez, poussez. Les hommes entassent sur leur chariot en bambou des cadres de vélo, des jantes, des vis, du riz et des épices. En tout, 4 tonnes de marchandises. Allez, on lève, on lève, on lève. Allez les gars, mettez-y de la force. 3 hommes tirent devant, 2 poussent à l'arrière. Ils ont 6 km à parcourir pour rejoindre leur point de livraison où stationnent les camions. Allez, on avance. Avancez, avancez. Allez, tirez. Une fois le convoi lancé, Taj, leur patron, devient leurs yeux, leur ange gardien. Allez, double. Allez, allez. Mon travail, c'est de gérer les gens et la circulation autour du chariot. Il faut éviter de créer des embouteillages. Je parle aux gens, je fais de la place pour les véhicules. Nous, on est pressés. Le chariot est lancé et on doit livrer le plus vite possible. Allez, les gars!
Vas-y, avance mon frère, à toi de passer. Vas-y, avance aussi. C'est plus dur devant ou derrière? C'est beaucoup plus dur pour ceux qui tirent à l'avant. Arrêtez. C'est éreintant. Je suis crevé. Ça demande un tel effort physique. T'imagines même pas. Et parfois, on se blesse. On se blesse aux jambes. Ouais. La marchandise peut nous tomber dessus. Le plus difficile pour les hommes de tête est de retenir les 4 tonnes de marchandises dans les descentes. Doucement, doucement. Attention, retenez-le. Doucement. Il reste 4 kilomètres. Vous faites combien de trajets par jour? On en fait 2 en général. Les hommes chevaux méritent leur réputation d'hommes de force. Ils ont parcouru 6 km en 2 heures. C'est ici qu'on livre la marchandise. Et ce sont les camions qui prennent le relais. C'est comme ça que ça marche. Les camions ne peuvent pas entrer dans le centre. Alors ils attendent ici. Tous ces hommes viennent du Bihar, l'une des régions les plus pauvres de l'Inde. Prenez-en un chacun. Tiens, c'est pour toi. Quand l'un d'entre eux est à bout de force, il est immédiatement remplacé par un autre homme de sa région, comme Bindeshwar. Ce paysan de 39 ans n'arrivait plus à nourrir sa femme et ses 4 enfants. Je suis extrêmement pauvre et j'ai pas trouvé d'autre travail. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que je fais tout ça. J'ai cherché autre chose, mais j'ai rien trouvé. Donc j'ai commencé à travailler avec Taj. Ma vie maintenant, c'est ce foutu chariot. Au moins, on gagne bien notre vie. C'est un boulot vraiment dur, mais c'est bien payé. Bindeshwar gagne environ 160 € par mois. 30 € de plus que le salaire moyen en Inde. Dans les campagnes, ce salaire, beaucoup d'hommes sont loin de le gagner. Pourtant, ils prennent des risques encore plus élevés. À Samsi, une centaine de familles vivent encore d'un métier qui demande beaucoup de sang-froid. Les hommes sont chasseurs et charmeurs de serpents. Attends, regarde. Regarde, comme ça, fais comme ça. Tu as vu? Allez, vas-y, mords-moi si tu peux. Ali, le chasseur le plus expérimenté du village, enseigne au dernier de ses 6 enfants comment charmer le cobra. Il en va de la survie future de la famille. J'habitue déjà mon fils de 3 ans au cobra. Comme ça, il pourra faire des spectacles dès l'adolescence. Le venin du cobra provoque la mort en quelques minutes. Celui du cobra royal est tellement toxique qu'une seule morsure peut terrasser un éléphant. Il n'y a pas de risque pour mon fils. Sinon, je ne le mettrais pas si près du serpent. Je sais exactement à quel moment il va attaquer. Et il attaque seulement quand on l'agresse.
Là, le cobra est calme. Il prend le soleil. Mon fils est calme aussi. Il apprend. Ça lui donne du courage et de la confiance en lui. Il y a encore 6 ans, Ali et les villageois gagnaient bien leur vie avec les serpents. Ils vendaient le venin au laboratoire qui fabrique l'antidote. Toute la communauté se partageait les gains. Mais l'État a repris à son compte le commerce du venin et interdit de capturer, détenir et de charmer des cobras. Dans un recoin du village, les restes de la grande époque. Vous voyez ces cages? Elles étaient remplies de cobras. Tout ça, c'est fini. Notre métier est mort. Nous, les charmeurs, c'est le cobra qui nourrit nos familles. On n'a même plus l'autorisation de vendre au gouvernement l'antivenin, alors qu'on sait le fabriquer. Et c'est grâce à ça qu'on vivait. Chaque fois que je vois ces cages vides, je n'en dors pas de la nuit. Ils ont tout gâché, ils ont brisé nos vies. Si la police l'arrête avec des serpents, Ali risque une forte amende, voire de la prison. Hé, petit bout, tu veux du thé? Attention, c'est chaud. Mais avec 6 bouches à nourrir, il a depuis longtemps bravé l'interdiction du gouvernement. Cette nourriture dans nos assiettes, c'est grâce au spectacle avec les serpents que je peux l'acheter. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Et si j'arrête, ma famille meurt de faim. Je ne sais rien faire d'autre de toute façon, comme tout le village. Et si on ne peut plus exercer notre art, il restera 2 solutions. Aller mendier ou prendre les armes contre le gouvernement. Ali et les hommes du village en ont choisi une 3e. Continuer de chasser au nez et à la barbe des autorités. Ils sont une dizaine d'hommes ce matin à aiguiser leur bêche à cobra. Quand ton père part à la chasse, tu as peur pour lui? Non. Peur de quoi? Peur qu'il se fasse mordre par un cobra? Impossible. C'est le meilleur. Messieurs, notre destin est entre nos mains. Souhaitons que la chasse soit bonne. J'espère que vous n'avez pas le ventre vide, car il va falloir creuser dur. Dans les rizières qui entourent le village, la récolte bat son plein. Les rongeurs y pullulent, attirant sur eux leurs pires prédateurs. Les cobras chassent les rats jusque dans leur terrier. Il y a des traces, je vois des traces. Là où passe le cobra, il laisse une empreinte dans la terre. Tu la vois parfaitement ici. La trace est fraîche. Ça signifie qu'il est passé par là il y a peu de temps. Sans cela, impossible de pister le serpent. Cette terre est dure comme de l'acier. Ali dirige la chasse. Il intervient seulement pour capturer le serpent. Les hommes s'épuisent depuis 40 minutes lorsqu'une mue de cobra apparaît. Mais Ali sait que l'animal est déjà loin. Il a filé par là ou déjà là-bas? La chasse est partie pour durer des heures. Regarde là,
Il n'y a pas quelque chose sur le côté? Il y a un serpent là, c'est sûr. Regardez, il est là. Poussez-vous, poussez-vous, je vais l'attraper. Recule, recule. Attention, il va attaquer. Mais non, t'inquiète pas. Laisse-le partir, laisse-le partir. Ce n'est pas un cobra, mais il est quand même très venimeux. Laisse-le, laisse-le. Ce type de serpent ne regarde pas les hommes dans les yeux pendant les spectacles. C'est pas comme un cobra que j'arrive à faire danser. Allez, allons creuser. Il faut qu'on attrape des cobras. Le temps joue contre eux. En fin de matinée, la chaleur sera écrasante. Les cobras s'enfonceront alors profondément dans les galeries. Pour allier ces hommes, la tâche se complique. À côté de Dhambad, à la sortie de la mine de Kusunda, c'est un western des temps modernes qui se joue. Les diligences ont pris la forme de ces camions. Et les bandits, celle de cette bande d'ados. Ils convoitent le chargement transporté dans les bennes. Ce n'est pas de l'or, mais un minerai bien plus précieux à leurs yeux. Du charbon. Arrête-toi! Arrête-toi! Allez, on se fait celui-là. Sa première attaque de camion, Bablou l'a faite avec son père, à l'âge de 13 ans. Dans sa famille, on est voleur de charbon depuis 3 générations. À 18 ans, c'est maintenant un chef de bande respecté. Allez, aidez-moi. On ramasse. Venez m'aider. En général, on se fait entre 3 et 5 camions par jour. Pas plus que ça? Si, il y a des jours, on peut en attaquer le double. On fait tomber le maximum de charbon. Si le camion est chargé à ras-bord, on remplit 3 ou 4 paniers. Dans la bande, chacun a son rôle. Les grimpeurs pillent le chargement. Allez, allez, ramassez! Les moins agiles remplissent les paniers. Comme Sadjan, 8 ans, le petit frère de Bablou. Et leur oncle, Indra. Les jeunes font tomber le charbon, moi je l'évacue. Avant, je montais sur les camions, mais maintenant la relève est là. Moi je m'occupe plus que de le ramasser. Par compassion, la plupart des chauffeurs s'arrêtent. D'autres ne ralentissent même pas. L'autre jour, un garçon a été tué ici. Que s'est-il passé? Un camion a été lancé à pleine vitesse. Il a essayé de monter dessus et puis il a été écrasé. Ralentis, ralentis, arrête-toi. Il y a beaucoup d'accidents. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais tomber d'un camion. Tu sais, à la moindre petite erreur, tu glisses, tu tombes et t'es mort. Je me fais souvent peur, mais j'ai pas le choix. On n'a que ça pour vivre. Certains jours, le risque ne paie pas. En 2 heures, les petits voleurs n'ont amassé que quelques dizaines de kilos. Bablou décide de changer de tactique.
Le seul moyen pour récupérer un maximum de butin est de mettre la main à la poche. Donne-lui de l'argent. Je lui donne 2 €, ça va? Hé, attends encore un peu. Allez-y. Allez-y encore. Tu bouges pas. Hé, toi, tu ne démarres surtout pas. C'est bon, il bouge pas. Allez, on continue. La bande doit évacuer le charbon au plus vite. C'est la fin de matinée, l'heure à laquelle passent généralement les gardes de la mine. Allez, ramassez tout ça, vite. Ça, c'est une très belle prise, tu vois. Comme on a soudoyé le chauffeur, on en a fait tomber beaucoup. Maintenant, on va ramener tout ça à la maison. Et commencer à le faire brûler. La colonne des gueules noires prend la direction du village. Un kilomètre de marche à pied, avec 50 kilos sur la tête pour les plus costauds. Maintenant, on va trier le charbon et le faire brûler. Mais ce sont de très gros morceaux. On va les éclater à la baramine. À l'état brut, ce minerai n'intéresse que les centrales électriques ou l'industrie. Pour en faire du charbon domestique, il faut le faire brûler pendant de longues heures. Des centaines de familles vivent de ce commerce. Peu à peu, la fumée avale le village. Mon rêve, c'était de faire des études et devenir joueur de cricket. Mais comme je viens d'une famille très pauvre, je n'ai pas pu le réaliser. Mon père faisait la même chose que moi. Il n'a pas pu me payer d'études et m'a petit à petit appris ce boulot. Depuis mon enfance, je n'ai rien connu d'autre que cette foutue poussière et cette fumée. Ce village n'est répertorié sur aucune carte. Il n'a même pas de nom. Officiellement, il n'existe pas. Il s'est construit au fur et à mesure que les gens arrivaient. Plus de 1500 personnes vivent ici, dans des maisons en terre. Seule la famille de Bablou, arrivée la première il y a 80 ans, vit dans une maison en briques. Moi, je suis né ici. Je suis né dans cette maison. Toute sa garde-robe pend sur ce fil. Le reste de sa vie tient dans cette malle. Je voudrais avoir une grande maison pour que toute la famille puisse habiter ensemble. Que mes frères et sœurs aient des chambres séparées. Que ma femme et moi, nous ayons une chambre à nous. On n'a même pas de lit, pas de canapé, rien. Je rêve d'avoir une télé et un ventilateur. Mais c'est impossible, je suis beaucoup trop pauvre. J'ai rien de tout ça chez moi. Le vol et la vente de charbon permettent à Bablou de nourrir les 10 membres de sa famille. Mais le prix à payer est lourd.
La transformation du charbon lui ronge la santé. À Calcutta aussi, les corps sont mis à rude épreuve. Dans le quartier des commerçants, les hommes chevaux dorment où ils peuvent. Si on a chargé la marchandise la veille, il faut surveiller le chariot. On pourrait nous le voler. Ça représente des milliers de roupies qu'il faudrait rembourser aux commerçants. C'est aussi pour ça qu'on dort ici. Et c'est très pénible. Regardez autour de vous. On dort par terre, il y en a partout. Regardez. De toute façon, aucun d'entre nous n'a de logement à Calcutta. Au petit matin, parfois la fatigue est telle que certains n'ont plus la force de charger. Comme Bindeshwar. Solidaire, ses camarades ont pris le relais. Tant que j'en ai la force, je continuerai ce boulot. Le jour où j'en peux plus, je rentre à la maison. Mon rêve, ça serait d'acheter un peu de terre avec l'argent gagné ici, mais c'est très cher. Voilà, c'est ça mon rêve. Un jour, retravailler la terre. La fatigue de Bindeshwar a fait perdre un temps précieux aux hommes chevaux. Il est déjà 8h30. Allez, dépêchez-vous, on est très en retard. Et ils ont interdiction de circuler après 8h du matin. Cela crée trop de problèmes dans la circulation. C'est parti, on avance. Allez, bougez de là! Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Avant, il y avait beaucoup plus d'embouteillages à cause des chariots. Mais au fur et à mesure, les autorités l'ont compris et ça s'est un peu amélioré quand ils ont réglementé la circulation. C'est une grande ville ici. Il y a un vrai problème avec ces chariots. Ça ne devrait plus exister et encore moins circuler ici. Le monde évolue partout et nous, on a encore des hommes chevaux. Hé les gars, il y a trop d'embouteillages ici. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est vous qui foutez la merde. Vous bloquez tout le monde. Mais pourquoi vous nous emmerdez comme ça? Détestés des chauffeurs de taxi, ils sont aussi des proies idéales pour quelques policiers sans scrupules. Surtout quand ils ne respectent pas les horaires. Parfois, ils veulent même saisir notre marchandise. On est alors obligé de payer un bakchich. C'est vous qui payez ou c'est votre patron? Bien sûr que c'est nous qui payons. Ça va direct dans la poche des flics. Avancez, bon Dieu! D'ordinaire, leur journée s'achève vers 18h. Mais ce soir-là, les hommes chevaux redoublent d'efforts. Pas question de partir en retard une seconde fois et risquer une forte amende. On finit de le charger.
Comme ça, on prend de l'avance pour demain. Et après, on va aller manger quelque chose et dormir. La recette de la journée est répartie tous les soirs équitablement entre les 5 hommes. Même Taj, le patron, ne touche pas plus que ses ouvriers. Tiens, c'est pour toi. Aujourd'hui, j'ai gagné 7 €. C'est pas mal. Et j'envoie quasiment tout à ma famille. La plupart de ces hommes ne font qu'un seul vrai repas dans la journée, le soir. Ça fait 1 mois et demi que je suis là. J'ai déjà réussi à envoyer beaucoup d'argent à ma famille. C'est pas simple. Parfois, je gagne 2 € par jour, parfois 4. Le plus dur, c'est quand tu gagnes rien parce qu'il n'y a pas de marchandises à transporter. Quand je gagne rien, je ne peux même pas manger. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Avant, je tirais le chariot aussi. Mais c'est fini, comme tu as vu. Je m'occupe de gérer la circulation. Ce travail me tue à petit feu. Le soir, je suis brisé. D'ailleurs, ma famille ne voulait pas que je vienne. Cette vie ne me rend pas heureux, mais je n'ai pas le choix. Les hommes chevaux sont voués à disparaître. Ils renvoient l'image d'une société sous-développée que l'Inde émergente tente de gommer aux yeux du monde. La fournaise s'est abattue sur les rizières de Samsi. Il fait maintenant 35 degrés. Ali et ses hommes ont parcouru 15 km. Et toujours pas de cobra. Creusez, les gars. Il y a 2 galeries, regarde. Ouais, j'en vois une qui part à droite et une qui part à gauche. Ah, il y a un cobra là-dedans, c'est sûr. Mais il va falloir creuser dur. Ça y est, je le vois. Le soleil les éreinte, mais il est un allié précieux quand il s'agit d'éclairer la tanière du cobra. Il est enroulé. Allez les gars, creusez encore. Comme ça, c'est bien. En ma présence, personne ne touche au serpent. Ils vont s'écarter et je vais le capturer. C'est à moi d'affronter le danger. Regarde comme il siffle. Il est très énervé. Enlève ta main, il va attaquer. Ali est face à un gros mâle de plus d'1,70 m. Les Indiens l'appellent Naja, cobra à lunettes, à cause du dessin qu'il a dans le dos.
Poussez-vous, laissez-moi l'attraper. Tenu par la queue, le naja n'a pas la force de se relever, ni d'attaquer. Par respect pour l'animal, Ali se présente à lui. Tu aimes bien danser, toi, hein? Allez, danse pour moi. C'est dangereux, un cobra, mais je n'y pense jamais. Une fois capturé, je le considère comme mon propre enfant et je le traite comme tel. Je joue avec lui, je le nourris et je l'éduque. Reste bien droit, voilà. Reste calme. Comme ça. Dans les campagnes, les cobras font des milliers de victimes chaque année. Pourtant, les paysans ne cherchent pas à s'en débarrasser. Bien au contraire. En Inde, ils le vénèrent comme un dieu. Le cobra est le gardien des sources, des rivières et des lacs. Il est symbole de vie et de fertilité. Ils en ont un autre! La chance leur sourit. Celui-ci traversait un champ à découvert. En cas de morsure, le venin du cobra paralyse les muscles en quelques minutes. Les hommes comme les bêtes meurent étouffés. Il existe un antidote, mais aucun chasseur n'en possède. C'est bien trop cher. Ali a sa propre méthode. Il a déjà sauvé plusieurs vies. En cas de morsure, la mort vient très vite. Quand un chasseur se fait mordre, je lui fais immédiatement un garrot. Et j'ouvre avec une lame de rasoir l'endroit de la morsure. J'extrais le venin en pressant sur la plaie. Ça arrête tout de suite sa propagation dans le corps. L'Inde compte une vingtaine d'espèces de serpents venimeux. On l'appelle serpent-rat. On s'en sert dans les spectacles pour attirer les gens. Tiens-le bien, tiens-le bien. Attrape-le par la tête. Selon Ali, le venin de ce serpent est aussi puissant que la force qu'il dégage. Même à 4 mains, il est difficile à maîtriser. C'est une bonne journée. C'est le 4e qu'on attrape. Il y a des jours, on a beau fouiller tous les trous, on a beau retourner la terre, on rentre bredouille. On va pouvoir nourrir nos familles. Dieu nous a porté chance. Par solidarité, les 4 serpents seront donnés aux familles dont les reptiles sont morts. Dès demain, Ali prendra la route. Cobras et serpents-rats hypnotiseront le public. À la nuit tombée, la mine de Kusunda prend des allures de volcan en éruption. Chaque feu désigne une famille, comme celle de Bablou. Toutes transforment le charbon brut en charbon domestique. Soyez vigilants, les gars. Faites attention à ce que vous faites.
T'inquiète pas, on a l'habitude. Toi aussi, concentre-toi. Quand le charbon aura entièrement brûlé, il va passer de l'état brut au stade de petits bouts. Il faut le couvrir progressivement et le laisser se consumer. Dans quelques heures, ça sera prêt. Et on laissera refroidir le tout. Bablou brûle son charbon tous les 2 jours. Il passe des nuits entières à en respirer les fumées toxiques. Au fil du temps, elles attaquent ses poumons et ses yeux. On tombe souvent malade, alors il faut voir un docteur. Comme je fais ça depuis des années, c'est certain que ma santé ne doit pas être très bonne. Il va rester combien de charbon au final? Là? Moi, je dirais 400 kilos. Non, il y aura 250 kilos à peu près. Peu avant l'aube, Bablou est rentré dormir quelques heures. Loin des brasiers, il fait à peine 5 degrés dans sa maison. La nuit a été courte et glaciale. J'ai mal partout. Je suis crevé, mais il faut qu'on aille bosser là. C'est encore trop chaud. Il va falloir le laisser refroidir un peu plus. On va m'amener mon vélo et on commencera à charger les sacs. Tu as vu comme ça a réduit? Et s'il reste des trop gros morceaux, on va les éclater au marteau. C'est un travail d'acharné. Mais bon, au moins on va gagner un peu d'argent avec tout ça. On va au moins remplir 5 sacs. Rempli à fond. Ça va nous faire 250 kilos en tout. Ils ont 5 km à parcourir avant d'atteindre Dambad, surnommée la capitale du charbon. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Bablou est nerveux. Attention, il y a la police. Aux yeux des policiers, Bablou n'est ni plus ni moins qu'un voleur. Il fait rarement de la prison, mais le racket est monnaie courante. Ce jour-là, il passe sans encombre. Voilà déjà 1 heure qu'ils poussent leurs 250 kilos de charbon. On fait ça plusieurs fois par semaine. C'est épuisant. J'ai mal partout, là, t'imagines même pas. Mais bon, faut continuer. Le plus gros client de Bablou est un petit restaurant de ce quartier pauvre. Il lui achète la quasi-totalité de sa production. Je le vends 2 € le sac. C'est le moment que je préfère. La récompense après beaucoup de travail.
Si un jour j'ai des enfants, je ne voudrais pas qu'ils fassent ça. Je ne voudrais pas qu'ils travaillent aussi dur. Je voudrais pouvoir leur payer des études. Difficile d'imaginer la descendance de Bablou faire un autre métier. Depuis 3 générations, tous les hommes de la famille volent et revendent du charbon. Dès les premiers rayons du soleil, les charmeurs de serpents sortent leurs reptiles. L'animal a le sang froid. Sans cette chaleur, c'est la mort assurée. La joie est dans toutes les maisons. Dans quelques heures, le spectacle commence. Mon petit-fils aussi attrapera des serpents, comme toute la famille avant lui. Il deviendra charmeur de serpents et jouera de la flûte. Lui aussi, il fera danser les cobras dans les spectacles, comme mon grand-père l'a appris à mon père, qui me l'a appris. Je lui enseignerai notre art. Notre vie d'artiste n'est pas sans risque, ça reste dangereux. Je connais plein de charmeurs qui sont morts, mordus pendant leur show. On est obligé de prendre des risques. L'attraper, le montrer, crois-moi, c'est sacrément osé. Dans quelques mois, l'hiver s'installera. Il sonnera le grand départ. Les charmeurs de serpents partiront jouer leur spectacle dans toute la région. Ali prendra la direction du Népal, où les montagnards sont généreux avec lui. Dans ces hautes contrées, il voit peu de cobras. Le reste de l'année, les saltimbanques donnent une quinzaine de spectacles par mois dans les villages alentours. Approchez, approchez, venez voir des serpents. Ce n'est pas une blague, venez voir des cobras. Des comme ça, vous n'en avez jamais vu. Allez, applaudissez, applaudissez. Et vous pouvez commencer à donner. Allez, sors de là. Doucement, doucement. Attends, attends, calme-toi. Allez, attaque. Comment tu vas faire pour me mordre, hein? Allez, réessaye encore une fois. Soyez généreux, mes frères et sœurs. Allez, donnez, donnez. Des roupies, du riz. Et on va vous montrer un gros serpent. Regardez, regardez bien ce serpent. Allez, sors un peu de ta boîte, toi. Redresse-toi. Voici un des pires prédateurs de la jungle. On l'appelle le King Cobra. S'il vous mord, il vous réduit en poussière. Instantanément. Et maintenant, je vais vous jouer de la flûte. Je vais ouvrir toutes les boîtes et les cobras vont danser pour vous. Ah, merci l'ami, il me donne 40 roupies. 40 roupies. Allez, encore. Et regardez, encore 10 roupies. Allez, qui d'autre? 800 000 familles vivent des spectacles de serpents en Inde. Une tradition vieille de 10 siècles que l'État, comme pour les hommes chevaux, tente de faire disparaître au nom de la modernité. Ce jour-là, Ali a gagné 6 € et 1 kilo de riz. De quoi nourrir sa famille pendant quelques semaines.